Le café était brûlant dans mes mains, mais je ne le sentais presque pas. Le bruit des tasses qui s'entrechoquaient et le murmure constant des voix dans le cœur de Paris, notre petit bistrot de quartier, me paraissait lointain. Julien, assis en face de moi, vérifiait son téléphone d'un air impassible, comme si ce rendez-vous secret était la chose la plus normale du monde. On aurait dit un acteur parfaitement à l'aise dans n'importe quel décor, même celui-ci. Son costume sombre, impeccablement coupé, tranchait avec l'ambiance familière des lieux. Une partie de moi, celle qui se cachait depuis des années, hurlait à l'absurdité de la situation. Mais voilà, Marie Dubois, ancienne serveuse discrète, a élaboré des stratégies avec un homme qui aurait dû être mon ennemi juré et qui était devenu, quoi exactement? Un allié? Une encre? C'était tout tellement déroutant. Je me suis surprise à le regarder discrètement, ses traits précis, ses yeux d'un gris-bleu pénétrant qui semblait tout voir. Il a levé la tête, me surprenant en flagrant délit. Un demi-sourire, si fugace que j'ai douté de l'avoir vu, a effleuré ses lèvres. « Alors, Marie, a-t-il dit, sa voix grave et posée, on continue le récit de notre rencontre mouvementée. » Un soupir m'a échappé. Ah oui, notre rencontre. Comme si c'était si simple à raconter. Mon esprit a aussitôt replongé, comme on tombe dans un puits sans fond, vers cette soirée pluvieuse. C'était il y a quelques semaines seulement, mais cela me semblait d'une éternité. Ce jeudi-là, il pleuvait des cordes. Un déluge typique de novembre sur Paris, claquant contre les vitres du Refuge Bleu, le petit bistrot où je bossais. Les enseignes lumineuses de l'autre côté de la rue peignaient des reflets roses et bleus sur le verre embué, projetant des ombres mouvantes sur le vieux linoléum. C'était une de ces soirées où les gens marchent vite, la tête basse, les cols relevés, et où le café, avec son odeur chaude et rassurante, offrait un havre de paix. J'avais repoussé une mèche de mes cheveux foncés derrière mon oreille et jeté un œil à l'horloge au-dessus du passe-plat. 21h47, encore 1h13 avant la fermeture. Mes pieds me lançaient et le bas de mon dos brûlait, cette douleur familière après 6 heures à trimballer des plateaux et à forcer des sourires. Ça faisait 8 mois que je bossais au Refuge Bleu, assez longtemps pour connaître chaque fêlure du comptoir, chaque client qui commandait un décaf mais voulait un normal, chaque ombre qui ne correspondait pas vraiment. « Table 7, une recharge !» a crié Sophie depuis derrière le grill, ses yeux sombres, rencontrant les miens avec cette entente silencieuse qu'on développe quand on partage les mêmes horaires de nuit. Et Pierre au comptoir, comme d'hab. J'ai hoché la tête, saisissant la cafetière. Le bistrot n'était pas bondé ce soir-là. La météo avait retenu la plupart des gens chez eux. Un couple était assis dans le box numéro 3, chuchotant au-dessus de leur burger intact. Pierre, un habitué qui était chauffeur de taxi et commandait toujours une tarte aux pommes avec de la glace vanille, lisait le journal de la veille à sa place habituelle. Une dame âgée occupait le box numéro 5, les mains serrées autour d'une tasse de thé, regardant la pluie. Normal, calme, sûr. J'avais appris à apprécier les soirées calmes, prévisibles, gérables. J'ai servi le café de Pierre avec un geste sûr, lui offrant un sourire sincère. Il était gentil, toujours un bon pourboire, jamais de questions. Je suis retourné à ma station, près de la cuisine. C'est là que la clochette au-dessus de la porte a tinté. 4 hommes sont entrés, et j'ai senti la température de la pièce changer. Ce n'était rien que je pouvais nommer précisément, juste un instinct, cette alarme sourde qui m'avait tenu en vie ces 3 dernières années. Ce genre de conscience que tu développes quand tu as passé du temps à regarder par-dessus ton épaule, quand tu as appris que la survie dépend parfois de ce que les autres ne voient pas. Le premier homme à entrer était grand, avec de larges épaules, portant un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Ses cheveux foncés étaient plaqués en arrière, et ses yeux, même de l'autre bout de la pièce, portaient le poids de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion.
Il se déplaçait avec le genre d'assurance qui vient du pouvoir, celle qui faisait que les gens s'écartaient sans se demander pourquoi. Derrière lui, 3 autres, habillés de manière similaire, avec cette même autorité silencieuse. Ils n'étaient ni bruyants ni agressifs. Ils n'en avaient pas besoin. Leur seule présence commandait l'attention. Sophie a croisé mon regard depuis la fenêtre de la cuisine, son expression tendue. Elle aussi, elle l'avait remarqué. L'homme grand a balayé la salle du bistrot d'un regard entraîné, évaluant chaque visage, chaque sortie, chaque problème potentiel. Ses yeux se sont attardés sur moi une fraction de seconde, à peine, avant qu'il ne se dirige vers le box du coin, celui qui offrait une vue dégagée sur la porte et la rue. Ses compagnons l'ont suivi, s'installant avec une précision calculée. 2 assis face à l'entrée, un le dos au mur. J'ai pris une inspiration, attrapé 4 menus et me suis dirigé vers leur table. Mon cœur battait un peu plus vite, mais j'ai gardé une expression neutre, professionnelle. J'avais appris il y a longtemps comment masquer la peur derrière un sourire. « Bonsoir, messieurs », ai-je dit, ma voix calme. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire pour commencer? » Les 3 hommes ont commandé sans grand intérêt. Café, eau, l'un a demandé un coca. Mais l'homme grand, celui qui trônait au centre du box comme un roi à sa cour, m'a regardé directement. Ses yeux, d'un gris bleu saisissant, étaient intelligents et calculateurs. « Un café noir », a-t-il dit. Sa voix était profonde, contrôlée, le genre qui suggérait qu'il n'avait que rarement à se répéter. J'ai hoché la tête, notant, même si je savais que je n'oublierais pas. Je reviens tout de suite avec ça. En tournant le dos, j'ai entendu l'un des hommes marmonner quelque chose en italien. Un autre a ri, un rire bref et sourd. L'homme grand n'a rien dit. Mes mains étaient instables quand j'ai versé les boissons, mais mon esprit galopait. J'avais déjà vu des hommes comme ça. 3 ans plus tôt, dans une autre ville, une autre vie. Des hommes qui portaient des costumes chers et se comportaient comme si le monde s'inclinait devant eux, et non l'inverse. Des hommes qui opéraient dans les interstices entre le légal et l'illégal, qui faisaient les règles au lieu de les suivre. J'ai apporté les boissons, pris leurs commandes, steak, pâtes, rien de compliqué, et suis retourné en cuisine pour donner le ticket à Sophie. « Tu sais qui c'est ?» m'a-t-elle demandé doucement, sa voix à peine un murmure. J'ai secoué la tête même si quelque chose se serrait dans ma poitrine. Sophie s'est approchée. « Julien Moreau, tu ne regardes pas les infos. » Le nom ne me disait rien, mais la façon dont Sophie l'avait prononcé, mélange de peur et de respect, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. « Il est branché », a poursuivi Sophie, jetant un coup d'œil vers le box. « Vraiment branché. Le genre de personne pour qui on ne pose pas de questions. » Ma gorge était sèche. Pourquoi quelqu'un comme ça viendrait-il ici? Sophie a haussé les épaules. Qui sait? Peut-être qu'il aime le café, peut-être qu'il rencontre quelqu'un. De toute façon, on le sert. On sourit. On ne s'en mêle pas. J'ai hoché la tête, mais un froid s'était installé dans mon estomac. J'avais passé 3 ans à essayer de rester invisible, à essayer de construire une vie où les gens comme Julien Moreau n'existaient pas. Et maintenant, l'un d'eux était assis dans ma section, buvant du café comme si c'était la chose la plus normale du monde. Les 20 minutes suivantes se sont écoulées dans une normalité tendue. J'ai servi d'autres tables, rechargé des tasses, débarrassé. Le couple du box 3 a payé et est parti. La dame âgée a demandé son addition. Pierre a fini sa tarte et m'a fait un signe de la main en sortant. Le bistrot est devenu plus calme, plus vide. J'étais en train de nettoyer le comptoir quand j'ai entendu des pas derrière moi. Lourds, délibérés. Je me suis retourné pour voir un homme debout près de l'entrée de la cuisine, partiellement caché par le mur. Ce n'était pas l'un des 4 du box. Il portait une veste sombre, ses mains enfoncées profondément dans ses poches, et ses yeux ne cessaient de filer vers la table de Julien Moreau. Il a sorti son téléphone, a parlé d'une voix basse, urgente. « Oui, il est là. Box du coin.
4 au total? Non. Personne d'autre? 20 minutes. Compris. Mon sang s'est glacé. L'homme a terminé l'appel et s'est glissé par la porte latérale qui menait à l'allée. Je suis resté figé, mon esprit traitant ce que je venais d'entendre. Le ton de cette conversation, l'urgence, la façon dont l'homme avait surveillé la table de Julien. J'avais déjà entendu des conversations comme ça, 3 ans plus tôt, juste avant que tout ne s'effondre. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas mon problème, ça ne pouvait pas être mon problème. J'avais fui ce monde, changé de nom, traversé le pays. Je servais du café et débarrassais des tables, et je faisais profil bas. C'était le pacte que je m'étais fait, survivre en étant invisible. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil vers les fenêtres, je les ai vus. 2 hommes debout de l'autre côté de la rue, partiellement obscurcis par la pluie et les ombres entre les lampadaires. Ils ne bougeaient pas. Ils attendaient. L'un regardait sa montre. L'autre avait la main à l'intérieur de sa veste. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai regardé la table de Julien Moreau. Les 4 hommes parlaient tranquillement, finissant leur repas. Ils n'avaient aucune idée. Comment l'auraient-ils? Ils se sentaient en sécurité ici, dans ce petit bistrot calme de ce quartier populaire. Mon esprit a fait une course folle entre les possibilités, les conséquences. Si je ne disais rien, si je continuais simplement à servir du café et à débarrasser des tables, ce qui devait arriver arriverait. Des gens seraient blessés. Peut-être qu'ils le méritaient. Je ne connaissais pas leur vie, leur choix. Peut-être que c'était une forme de justice que je ne pouvais pas comprendre. Ou peut-être que ce n'était que plus de pertes, plus de faim. Mes mains tremblaient en attrapant le bloc de commande. J'ai pensé à mon frère, Pierre. J'ai pensé à la nuit où j'avais essayé de le prévenir et comment il n'avait pas écouté. J'ai pensé aux funérailles que j'avais regardées de loin, incapable de m'approcher, incapable de lui dire adieu, parce que les mêmes personnes qui l'avaient pris me cherchaient aussi. J'ai pensé aux 3 dernières années à regarder par-dessus mon épaule, à changer de nom, à avoir peur, et j'ai pris une décision. J'ai marché vers le box avec leur addition, mon visage calme malgré la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. J'ai posé le petit bout de papier sur la table, juste devant Julien Moreau. « Quand vous serez prêt, monsieur », ai-je dit doucement. « Pas de précipitation. » Julien a tendu la main vers l'addition sans lever les yeux, toujours engagé dans la conversation avec l'un de ses compagnons. Mais quand ses doigts ont touché le papier, j'ai vu son expression changer. C'était subtil, un léger plissement de ses yeux, une pause dans ses mouvements. L'addition détaillait leur commande. 4 cafés, 3 steaks, 1 pâte, le sous-total, la taxe, tout était calculé correctement. Mais dans le coin inférieur droit, écrit de ma main rapide et hésitante, se trouvait un autre nombre puis un mot. 4 dehors, 20 hommes. Non, ce n'était pas des hommes, c'était « get ». 4 dehors, 20 get. C'était tout ce que j'avais pu écrire pour signaler l'attente. J'ai vu ses yeux se lever lentement du papier vers mon visage. Je m'étais déjà retourné, mon pouls tambourinant dans mes oreilles. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Si j'avais regardé en arrière, j'aurais peut-être perdu mon courage. J'aurais peut-être essayé d'expliquer. J'aurais peut-être attiré plus d'attention que cet avertissement silencieux n'en avait déjà fait. Je suis allé vers la cuisine, mes jambes tremblantes sous moi. « Ça va ?» a demandé Sophie, remarquant mon visage pâle. « Oui, et si ?» ai-je menti. Juste fatigué. À travers la fenêtre du passe-plat, je pouvais voir Julien Moreau étudier l'addition. Ses compagnons riaient de quelque chose inconscient. Mais Julien ne riait pas. Il regardait le papier avec une intensité qui me nouait l'estomac. Puis, lentement, délibérément, il a jeté un coup d'œil vers les fenêtres avant, vers la rue. L'un de ces hommes a dit quelque chose comme « prêt à partir, prêt à lever le camp ». Julien a levé la main, l'arrêtant. « On n'est pas pressé », a-t-il dit, sa voix portant à travers le bistrot silencieux.
Prenons un autre café, peut-être un dessert. Ses compagnons ont paru surpris mais se sont rassis. L'un d'eux m'a fait signe. Une autre tournée de café, a-t-il dit. Et qu'est-ce qui est bon ici pour le dessert? Mes mains tremblaient en versant le café. La tarte aux pommes est fraîche, ai-je réussi à dire, et le gâteau au chocolat. Ils ont commandé les deux, et je les ai apportés avec une précision mécanique. J'ai évité de regarder Julien directement, mais je sentais ses yeux sur moi, vifs, calculateurs, essayant de reconstituer le puzzle que je venais de lui livrer. Les minutes s'écoulaient, la pluie continuait son assaut régulier contre les fenêtres. J'ai débarrassé la table 5, l'ai essuyée, essayant de paraître occupé. À l'intérieur, je me hurlais dessus. Qu'avais-je fait? Pourquoi m'étais-je mêlé de ça? Ce n'était pas mon combat. Ce n'étaient pas mes gens. Puis, à travers la fenêtre, j'ai vu du mouvement. Les deux hommes de l'autre côté de la rue bougeaient, vérifiant leur téléphone. L'un avait l'air agité. Il s'attendait à ce que Julien et ses compagnons soient partis à présent. L'embuscade, si c'en était une, avait un calendrier et il était en train d'être perturbé. Julien l'a remarqué aussi. Je l'ai vu échanger un bref regard avec l'homme à sa droite. Un subtil hochement de tête. L'homme a nonchalamment sorti son téléphone et envoyé un texto rapide. En quelques minutes, j'ai remarqué une autre voiture s'arrêter plus bas dans la rue. Noire, chère, vitres teintées. Les hommes de l'autre côté de la rue ne l'avaient pas encore remarqué. Julien s'est levé lentement, ses mouvements sans précipitation. Ses compagnons ont suivi son exemple. Ils ont laissé de l'argent sur la table, bien plus que ce que l'addition demandait, et se sont dirigés vers la porte. Mon cœur était dans ma gorge. Avais-je juste aggravé les choses? Julien s'est arrêté à la porte, la main sur le cadre. Il s'est retourné et ses yeux ont trouvé les miens à travers le bistrot. Un instant, ils se sont juste regardés. Une serveuse qui avait tout risqué pour donner un avertissement qu'elle ne devait pas, et un homme qui comprenait le poids de ce risque. Il n'a pas souri, n'a pas hoché la tête, n'a pas fait le moindre signe qui aurait attiré l'attention. Mais j'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, la compréhension. Puis il est sorti sous la pluie. Je me suis précipité vers la fenêtre, le cœur battant. J'ai regardé Julien et ses hommes marcher vers leur voiture, garée juste devant le bistrot. Les deux hommes de l'autre côté de la rue bougeaient maintenant, les mains à l'intérieur de leur veste. Mais avant qu'ils ne puissent agir, la voiture noire qui était arrivée quelques instants plus tôt s'est arrêtée à leur hauteur. Les portes se sont ouvertes. D'autres hommes en sont sortis. Les hommes de Julien, ai-je réalisé. Il y a eu un moment de tension où les deux groupes se sont fait face de l'autre côté de la rue mouillée, la pluie s'abattant entre eux. Pas de coups de feu, pas de mouvement brusque, juste un face-à-face silencieux qui en disait long sur qui avait le dessus. Les deux agresseurs potentiels se sont regardés, ont réalisé qu'ils avaient perdu l'élément de surprise et ont rapidement battu en retraite dans l'obscurité entre les bâtiments. En quelques secondes, ils avaient disparu. Julien se tenait près de sa voiture, regardant en arrière vers le bistrot. Même à travers la pluie et la distance, j'ai senti son regard me trouver à la fenêtre. Puis il est monté dans sa voiture et est parti. Je me suis éloigné de la fenêtre, mes jambes soudain faibles. Je me suis effondré contre le comptoir, essayant de reprendre mon souffle. Tout mon corps tremblait maintenant. L'adrénaline qui m'avait fait tenir me lâchait enfin. « Marie ?» Sophie était à côté de moi, sa main sur mon épaule. « Qu'est-ce qui vient de se passer? » « Je ne sais pas, ai-je chuchoté, et c'était en partie vrai. Je ne savais pas qui étaient ces hommes, pourquoi ils avaient voulu blesser Julien Moreau, ou quelle chaîne d'événements je venais de déclencher. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Mes 3 années d'invisibilité venaient de prendre fin. J'avais sauvé la vie de l'un des hommes les plus puissants du monde souterrain de Paris. Et il le savait. Il connaissait mon visage, savait où je travaillais, savait que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai baissé les yeux sur mes mains, toujours tremblantes,
et je me suis demandé si je venais de sauver ma propre vie ou de signer ma propre fin. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Ma tête s'est levée brusquement, mon cœur me sautant dans la gorge. Mais ce n'était qu'un jeune couple qui riait et secouait la pluie de leur manteau, inconscient de tout ce qui venait de se passer. « Asseyez-vous où vous voulez », je me suis entendu dire, ma voix lointaine, mécanique. Sophie me regardait avec inquiétude. « Tu es sûr que tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, bien que rien ne fût bien. J'ai attrapé un menu et me suis approché du couple, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les empreintes de pas et les preuves, ne laissant derrière elle que des questions et la certitude que tout avait changé. Sur la table où Julien Moreau s'était assis, l'argent qu'il avait laissé était resté. Je le compterai plus tard et découvrirai qu'il avait laissé un pourboire de 500 € sur une addition de 60 €. Mais sous les billets, lestés et protégés des regards, se trouvait autre chose. Une carte de visite sans nom, juste un numéro de téléphone écrit d'une écriture nette et précise. Je l'ai fixé un long moment, mon esprit défilant les implications et les conséquences. Je devrais la jeter. Je devrais oublier cette nuit. Je devrais redevenir invisible. Au lieu de cela, j'ai ramassé la carte et l'ai glissée dans ma poche de tablier. Parce qu'au fond, dans un endroit que je ne voulais pas examiner de trop près, je savais que ce n'était pas fini. Quoique j'ai commencé ce soir en écrivant ces chiffres sur une addition, ce n'était que le début. L'horloge au-dessus de la cuisine indiquait 22h68. La fermeture était dans 2 minutes. Mais pour Marie Dubois, la nuit et tout ce qui allait suivre ne faisaient que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans mon petit appartement à Montmartre, fixant le plafond taché par l'humidité, alors que les ombres des phares des voitures passantes rampaient sur le plâtre. La carte de visite était sur ma table de nuit. Un petit rectangle de papier blanc qui semblait pulser de signification dans l'obscurité. 3 fois je l'avais atteinte, et 3 fois j'avais retiré ma main. Dehors, la pluie avait enfin cessé, laissant les rues glissantes et réfléchissantes sous la lueur jaune des lampadaires. Les sons de la ville filtraient à travers mes murs minces. Des sirènes lointaines, une alarme de voiture, quelqu'un qui riait dans la rue en bas. Des sons normaux, des sons sûrs. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que tout avait bougé sous mes pieds. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment au bistrot. Les yeux de Julien Moreau rencontrant les miens à travers la pièce, ce regard de reconnaissance et de calcul. J'avais passé 3 ans à construire une vie où je n'étais personne, où je pouvais disparaître dans l'arrière-plan des cafés et des rues de la ville. Et en un moment impulsif, j'avais tout gâché. Quand la première lumière grise de l'aube s'est glissée par ma fenêtre, j'ai finalement renoncé à dormir. Je me suis douché, habillé d'un jean et d'un pull, et j'ai fait du café que j'ai à peine goûté. Mes mains étaient plus stables maintenant, mais le nœud dans mon estomac était toujours là. Mon appartement était petit mais propre. Un studio avec à peine assise de place pour un lit, une minuscule kitchenette, et une table avec 2 chaises que j'avais trouvées dans la rue et que j'avais moi-même restaurées. Les murs étaient nus, à l'exception d'un calendrier et d'une seule photographie dans un cadre simple. La photo montrait une Marie plus jeune, peut-être 22 ans, debout à côté d'un grand jeune homme avec ses mêmes cheveux foncés et son sourire chaleureux. Mon frère, Pierre. J'ai touché le cadre doucement, ma gorge se serrant. « Je suis désolé », ai-je chuchoté comme tous les matins. « Je suis tellement désolé ». Pierre avait 24 ans quand il s'était mêlé aux mauvaises personnes. Il avait essayé de gagner de l'argent rapidement, convaincu qu'il pouvait se débrouiller, certain qu'il était plus intelligent que le système. Je l'avais prévenu. Je l'avais supplié de partir, mais Pierre avait toujours été têtu, avait toujours cru qu'il pouvait se sortir de n'importe quoi en parlant, jusqu'à la nuit où il n'a pas pu. J'étais là cette nuit-là, pas sur les lieux, mais assez près. J'avais suivi Pierre, inquiète d'une conversation téléphonique que j'avais entendue. Je l'avais regardé de loin alors qu'il rencontrait des hommes en costume cher devant un entrepôt à Lyon.
J'avais vu l'altercation, vu Pierre essayer de partir, vu qu'il avait réalisé trop tard que partir n'était pas une option. Je m'étais caché dans l'ombre, la main serrée sur ma bouche pour m'empêcher de crier quand il m'avait pris mon frère. Après, quand la police avait posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre sans me mettre en danger, j'avais réalisé la vérité. J'avais vu des visages. Je pouvais identifier des gens. Et dans ce monde, être un témoin, c'était signer sa propre fin. Alors Marie Dubois avait cessé d'exister. Je suis devenu Emma Richard, puis Élise Durand, et enfin Marie Dubois à nouveau. Ce nom me semblait le plus sûr parce qu'il était le plus proche de mon vrai nom. Plus facile à retenir, plus difficile de se tromper. J'avais déménagé de Lyon à Marseille, puis à Bordeaux, et finalement à Paris. J'avais fait des petits boulots payés en liquide, évité les réseaux sociaux, jamais noué d'amitié proche. J'avais survécu en étant invisible. Jusqu'à hier soir, j'ai versé mon café dans l'évier. Il avait refroidi pendant que j'étais perdu dans mes souvenirs. J'ai attrapé ma veste. J'avais le service du matin au bistrot aujourd'hui, à partir de 7 heures. Sophie serait déjà là, préparant le coup de feu du petit déjeuner. L'air du matin était frais et propre après la pluie. J'ai marché les 6 pâtés de maison jusqu'à la station de métro, mes yeux scrutant constamment la rue. C'était une vieille habitude, une que j'avais développée pendant ces premiers mois terrifiants après le départ de Pierre. Vérifie derrière toi. Note les visages. Retiens les voitures. Connais toujours tes sorties. Aujourd'hui, ces habitudes criaient des avertissements que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Un homme en manteau sombre se tenait au coin, buvant du café. Me regardait-il ou étais-je paranoïaque? Une voiture noire est passée lentement. Coïncidence ou quelque chose de plus. Mon pouls s'est accéléré et je me suis forcé à respirer normalement, à marcher à un rythme régulier. Au moment où j'ai atteint le bistrot, mes nerfs étaient à vif. J'ai poussé la porte, la clochette familière a retenti et j'ai ressenti un petit soulagement à la vue de Sophie déjà derrière le grille. « Bonjour », a-t-elle appelé, levant les yeux. Puis son expression a changé. « Tu as l'air terrible. Tu as dormi au moins. » « Pas vraiment, ai-je admis, attachant mon tablier. Je n'arrivais pas à éteindre mon cerveau. Sophie a retourné des pancakes avec une facilité déconcertante. « Écoute, à propos d'hier soir, je ne veux pas en parler, ai-je dit rapidement. Marie, ces types, j'ai dit que je ne voulais pas en parler. Sophie m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais, merci. Le coup de feu du petit déjeuner a commencé à 7h30 et ne s'est pas arrêté avant presque 10h. Je me suis jeté dans le travail, reconnaissante de la distraction. Tasses de café, assiettes d'œufs et de bacon, les rythmes familiers des commandes et du service pom-pom. Je pouvais presque me convaincre que la nuit dernière avait été un étrange rêve. Jusqu'à ce que je lève les yeux et que je le vois. Julien Moreau était assis dans le même box du coin, portant un costume différent mais avec la même aura de pouvoir contrôler. Il était seul cette fois, lisant un journal, une tasse de café fumante sur la table devant lui. Mon cœur s'est arrêté. Sophie l'a vu au même moment. « Oh non !» a-t-elle marmonné. « Je le vois, Sophie. » Et je dis doucement. Ma bouche était sèche. Je m'en occupe. Peut-être que je devrais... S'il te plaît, je m'en occupe. J'ai pris une inspiration, attrapé la cafetière et me suis dirigé vers le box. Mes mains tremblaient de nouveau, mais je les ai gardées stables par pure force de volonté. « Bonjour », ai-je dit, ma voix trahissant seulement un léger tremblement. « Voudriez-vous une recharge ?» Julien a levé les yeux de son journal. À la lumière du matin, je pouvais le voir plus clairement. La ligne nette de sa mâchoire, la légère barbe de 3 jours. Il n'avait pas pris la peine de se raser, l'intelligence dans ses yeux gris-bleus. Il était plus jeune que je ne l'avais pensé, peut-être la trentaine, et beau d'une manière presque troublante. « S'il vous plaît », a-t-il dit, faisant glisser sa tasse vers moi,
Et peut-être pourrions-nous parler. Ma main s'est figée en plein verset. Je travaille. Je peux attendre la fin de votre service. Ce n'est pas une bonne idée. Mademoiselle Dubois, il a prononcé mon nom avec une précision étudiée et j'ai senti le sol se dérober sous moi. Il connaissait mon nom. Bien sûr qu'il connaissait mon nom. Les hommes comme Julien Moreau ne laissaient pas de détails en suspens. Nous devons parler d'hier soir. Il n'y a rien à dire, ai-je dit, finissant de verser son café. Vous avez commandé à manger. Je vous ai servi. C'est tout. Nous savons tous les deux que ce n'est pas tout. J'ai posé la cafetière sur la table, ma patience s'effilochant. Autour de nous, le bistrot bourdonnait de conversations matinales. Inconscients, normaux. Je me suis penché légèrement, gardant ma voix basse. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites, et je ne veux pas le savoir. J'ai vu quelque chose, j'ai fait un choix. C'est la fin de l'histoire. S'il vous plaît, laissez ça en rester là. Julien m'a regardé en silence un instant. Quand il a parlé, sa voix était calme mais ferme. Les hommes qui attendaient dehors hier soir, ils n'étaient pas là par hasard. Ils étaient là pour s'assurer que je ne quitte pas ce bistrot en vie. Vous avez empêché cela, ce qui signifie que vous m'avez sauvé la vie, mademoiselle. Mademoiselle Dubois, et je ne prends pas cela à la légère. Je ne veux pas votre gratitude. Je n'offre pas de gratitude, j'offre une protection. J'ai ri. Un son bref et amer. Protection contre qui? Contre vous? Contre les gens qui voulaient ma mort. Parce que s'ils me surveillaient, ils surveillaient le bistrot. Ce qui signifie qu'ils vous ont vu me donner cet avertissement. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. J'avais été tellement concentré sur le danger immédiat, sur l'instant, que je n'avais pas pensé aux conséquences. Je n'avais pas envisagé que quelqu'un aurait pu observer sous un angle différent, aurait pu me voir écrire ces chiffres, aurait pu comprendre ce que j'avais fait. Vous essayez de me faire peur, ai-je dit, mais ma voix tremblait. J'essaye de vous dire la vérité. L'expression de Julien était sérieuse, presque douce. Vous vous êtes mise sur leur radar en vous mettant sur le mien. Et ce ne sont pas des gens qui pardonnent ou oublient. Mes jambes étaient faibles. J'ai tiré la chaise en face de lui et me suis assis sans réfléchir. Pourquoi se soucierait-il de moi? Je ne suis personne. Vous êtes devenu quelqu'un au moment où vous êtes intervenu. Julien a fait une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Dans mon monde, mademoiselle Dubois, la loyauté est une monnaie. Vous avez fait preuve de loyauté envers quelqu'un que vous ne connaissiez pas, pour des raisons que je ne comprends toujours pas. Cela fait de vous quelqu'un de très courageux ou de très insensé. Quoi qu'il en soit, cela vous rend intéressante. Et les gens intéressants attirent l'attention. Mon esprit galopait. Ça ne pouvait pas arriver. J'avais été si prudente, si méfiante. Un seul moment de conscience et tout s'écroulait. Que voulez-vous de moi? Ai-je demandé finalement. Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi m'avez-vous prévenu? J'ai détourné le regard, ma mâchoire serrée. Comment pouvais-je l'expliquer? Comment pouvais-je lui parler de Pierre, du sentiment de culpabilité que je portais, des 3 années que j'avais passées à me demander si les choses auraient pu être différentes si quelqu'un n'avait prévenu mon frère? J'ai entendu quelqu'un au téléphone, ai-je dit à la place. J'ai vu des gens attendre dehors. Ça ne semblait pas juste. C'est tout. Ce n'est pas tout. La plupart des gens auraient regardé ailleurs. Se seraient convaincus que ce n'était pas leur problème. Julien s'est penché légèrement. Mais vous, non. Pourquoi? Est-ce que ça compte? Oui, parce que j'ai besoin de savoir si je peux vous faire confiance. Mes yeux sont revenus sur les siens. Me faire confiance? Vous ne me connaissez même pas. Exactement. Et pourtant, vous en saviez assez sur moi ou sur des hommes comme moi pour reconnaître le danger quand vous l'avez vu. Vous saviez ce que cet appel téléphonique signifiait. Vous saviez ce que ces hommes qui attendaient dehors préparaient. Le regard de Julien était pénétrant,
Comment saviez-vous, mademoiselle Dubois? Comment une serveuse à Paris comprend-elle les signes d'une embuscade? Ma gorge s'est serrée. J'en avais trop dit, trop révélé. Je dois retourner travailler. J'ai commencé à me lever, mais le mot suivant de Julien m'a arrêté. Votre vrai nom est Mary Brennan. Vous aviez un frère nommé Pierre. Il est décédé il y a 3 ans à Lyon, dans des circonstances qui n'ont jamais été entièrement expliquées. Vous avez disparu peu de temps après, déménagé plusieurs fois, changé de nom 2 fois. Vous faites des petits boulots au noir, monsieur. Vous restez hors du système et vous êtes très, très prudente à ne pas vous faire remarquer. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je me suis effondré sur la chaise, mon cœur tambourinant. Comment? J'ai des ressources, a dit Julien simplement. Et quand quelqu'un me sauve la vie, je m'arrange pour comprendre pourquoi. Alors, je vous le demande à nouveau. Pourquoi m'avez-vous prévenu? Mes mains tremblaient sur mes genoux. Je les ai jointes, essayant de me calmer. Quand j'ai parlé, ma voix était à peine un murmure. Parce que personne n'a prévenu mon frère. Parce que je l'ai vu s'engager dans quelque chose qu'il ne comprenait pas, et je n'ai pas pu l'arrêter. Parce que j'ai passé 3 ans à souhaiter que quelqu'un fasse pour Pierre ce que j'ai fait pour vous hier soir. J'ai levé les yeux, rencontrant ceux de Julien. Parce que je n'ai pas pu le sauver. Mais peut-être que je pouvais sauver quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre est un criminel, a ajouté Julien, avec une légère pointe dans la voix. Quelqu'un que je ne comprends pas, ai-je corrigé. Quelqu'un d'un monde avec lequel je ne veux rien avoir à faire. Et pourtant, nous voici. Nous voici, ai-je répété amèrement. Ils sont restés silencieux un instant, les bridges du bistrot tourbillonnant autour d'eux. Sophie me regardait depuis la cuisine, l'inquiétude évidente sur son visage. Les autres clients étaient inconscients, absorbés par leur petit déjeuner et leur conversation. « Je suis désolé pour votre frère », a dit Julien finalement. « Mais fuir le passé ne le change pas, mademoiselle Dubois. Et que vous vouliez l'accepter ou non, vous faites maintenant partie de quelque chose de plus grand. Les gens qui voulaient ma mort sont liés à quelque chose dans lequel votre frère était impliqué. Le même réseau, la même opération. » Ma tête s'est levée brusquement. « De quoi parlez-vous? »« Victor Castillon. Ce nom vous dit-il quelque chose? » Oui, j'ai senti mon estomac se nouer avec la reconnaissance. Pierre avait mentionné ce nom une fois lors d'une conversation téléphonique que j'avais surprise quelques semaines avant sa disparition. Il avait eu l'air nerveux en le disant, presque effrayé. « Je vois que oui, » a observé Julien. Castillon dirige la plupart des opérations dans le corridor Lyon-Paris. Il y a 3 ans, il consolidait son pouvoir, éliminant la concurrence et les liens gênants. Votre frère travaillait pour l'un des rivaux de Castillon, probablement sans comprendre pleinement les enjeux. Quand ce rival a disparu, tous ceux qui lui étaient connectés sont devenus une menace. « Arrêtez !» ai-je chuchoté. « S'il vous plaît, arrêtez. Vous devez entendre ceci. Castillon vous a cherché. Pas activement. Vous avez fait du bon travail en restant caché. Mais quand ces gens vous ont vu avec moi hier soir, ils ont fait le lien. Mary Brennan, la sœur qui a été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, le seul lien qu'ils n'ont jamais pu couper. J'avais l'impression de me noyer. La pièce semblait tourner autour de moi. Vous dites qu'ils viennent de me chercher parce que je vous ai aidé? Je dis qu'ils allaient toujours vous trouver, un jour ou l'autre. Hier soir ai juste accéléré les choses. La voix de Julien s'est adoucie, mais ça vous a aussi donné quelque chose que vous n'aviez pas avant. Un allié. Je ne veux pas votre aide, ai-je dit, mais il n'y avait aucune conviction dans ma voix. Je sais, mais vous en avez besoin. Et que vous le croyez ou non, j'ai aussi besoin de la vôtre. J'ai regardé Julien avec incrédulité. Comment pourrais-je vous aider? Vous avez vu les gens de Castillon. Vous avez reconnu le piège hier soir, compris les signes. Vous avez des instincts que la plupart des gens n'ont pas. Des instincts nés de la perte et de la survie. Julien a fait une pause. Et si Castillon nous poursuit tous les deux,
Nous sommes plus forts ensemble que séparés. C'est insensé, ai-je dit, me levant. Mes jambes étaient instables, mais je me suis forcé à rester debout. Vous me demandez quoi? De joindre mes forces aux vôtres? De m'enfoncer plus profondément dans ce monde au lieu d'essayer d'en échapper? Je vous demande de faire face à la réalité. La fuite n'a pas marché. La cachette n'a pas marché. Le passé vous a rattrapé quand même, comme il le fait toujours. Julien s'est levé aussi, sa présence imposante même dans le cadre banal d'un bistrot. Mais si vous restez et vous battez, si vous m'aidez à mettre fin à l'opération de Castillon, vous pourriez réellement obtenir la liberté que vous cherchez. Ou je pourrais finir comme mon frère. C'est possible, a reconnu Julien. Mais au moins, vous aurez une chance. Au moins, vous aurez quelqu'un pour vous protéger. J'ai secoué la tête, les larmes menaçant de couler. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Votre appartement est sous surveillance depuis 5 heures ce matin, a dit Julien doucement. 2 hommes dans une berline grise garée de l'autre côté de la rue. Ils vous ont suivi jusqu'à la station de métro. Mes hommes sont intervenus, les ont redirigés, mais ils reviendront. Castillon sait où vous vivez, mademoiselle Dubois. Il sait où vous travaillez. Il connaît votre routine. Les larmes sont venues alors, chaudes et en colère. Je les ai essuyées brutalement. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi ça vous intéresse? Julien a fouillé dans sa veste et en a sorti une photographie. Il l'a posée sur la table entre nous. Elle montrait une jeune femme, peut-être 19 ans, avec de longs cheveux foncés et un sourire éclatant. Elle se tenait devant un bâtiment universitaire, tenant des livres. « Ma sœur Isabella », a dit Julien. Elle étudiait la médecine. Elle voulait être médecin, aider les gens. Il y a 7 ans, elle a été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, une réunion, un échange. Elle n'a même pas compris tout ce qu'elle avait vu, mais ça n'a pas d'importance. Les gens de Castillon l'ont trouvé quand même. J'ai regardé la photographie, puis Julien. Son expression était soigneusement contrôlée, mais je pouvais voir la douleur en dessous. Elle a essayé de fuir, a poursuivi Julien. Elle a essayé de se cacher, tout comme vous. Elle a tenu 3 mois avant qu'il ne la trouvât. Quand je suis arrivé, il a fait une pause, sa mâchoire se serrant. Il était trop tard. J'avais le pouvoir, les ressources, les connexions, mais j'étais trop tard pour la sauver. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Moi aussi. Chaque jour. Julien a pris la photographie, l'a regardée un instant, puis l'a glissée dans sa veste. Vous m'avez rappelé Isabella hier soir. Pas par votre apparence, mais par votre courage. Isabella aurait fait exactement ce que vous avez fait. Prévenu un étranger, risqué sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous ai fait enquêter. C'est pourquoi j'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité. Ma résistance s'effritait. Je comprenais maintenant. Julien n'offrait pas seulement une protection par obligation ou stratégie. Il essayait de me sauver de la même manière qu'il n'avait pas pu sauver sa sœur. Et si je dis oui, ai-je demandé. Que se passe-t-il alors? Alors nous travaillons ensemble pour faire tomber l'opération de Castillon. Nous utilisons leur intérêt pour vous comme appât. Nous les faisons sortir, nous recueillons des preuves. Nous mettons fin à tout cela afin qu'aucun de nous n'ait plus à regarder par-dessus son épaule. Vous faites ça si simple. Ça ne le sera pas. Ce sera dangereux, compliqué, et il n'y a aucune garantie de succès. Mais c'est une chance, mademoiselle Dubois. C'est plus que ce que la fuite vous offrira. J'ai regardé autour du bistrot, Sophie me regardant depuis la cuisine, les clients mangeant leur petit déjeuner, le monde ordinaire dont j'avais si désespérément essayé de rester une partie. Puis j'ai regardé Julien Moreau, cet homme d'un monde que j'avais juré d'éviter, m'offrant un chemin vers l'avant au lieu d'une autre évasion. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Vous avez jusqu'à ce soir. Mes hommes surveilleront votre appartement. Assurez-vous que les hommes de Castillon ne s'approchent pas trop.
Mais ce soir, vous devrez décider, fuir à nouveau et espérer que vous tiendrez plus de 3 mois, ou rester et vous battre avec quelqu'un qui comprend ce à quoi vous êtes confronté. Julien a sorti son portefeuille et a laissé de l'argent sur la table. Encore une fois, bien plus que le prix du café. Il s'est dirigé vers la porte puis s'est arrêté. Ma sœur s'appelait Isabella, a-t-il dit sans se retourner. Mais ses amis l'appelaient Easy. Elle disait que fuir les problèmes signifiait juste qu'il vous rattraperait quand vous seriez trop fatigué pour riposter. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire avant qu'il ne soit trop tard. Il est sorti dans la lumière du matin, me laissant debout à côté du box, mon esprit bouillonnant d'options impossibles. Sophie est apparue à mon coude. « Marie, qu'est-ce qui vient de se passer? » Je ne sais pas, et je dis honnêtement, je ne sais vraiment pas. Mais ce n'était pas entièrement vrai. Je savais que mes 3 années de fuite venaient de prendre fin. Je savais que le passé que j'avais fui m'avait enfin rattrapé. Et je savais que pour la première fois depuis la mort de Pierre, quelqu'un m'offrait une chance de riposter au lieu de me cacher. La question était de savoir si j'aurais le courage de la saisir. J'ai baissé les yeux sur l'argent que Julien avait laissé et j'ai vu autre chose sous les billets. Une carte clé avec une adresse écrite dessus. Une planque, ai-je réalisé, un endroit où aller si je décidais d'accepter son offre. J'ai ramassé la carte, l'ai retournée dans mes doigts. Puis, avant de pouvoir me raisonner, je l'ai glissée dans ma poche de tablier à côté de la carte de visite de la nuit précédente. J'ai besoin de faire une pause, ai-je dit à Sophie. Marie, juste 15 minutes, s'il te plaît. Je suis sorti par la porte arrière dans l'allée derrière le bistrot, respirant l'air frais du matin. Le soleil était complètement levé maintenant, réchauffant la ville, dissipant les dernières strass de pluie. Ça allait être une belle journée. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 3 ans. Ça a sonné 4 fois avant que quelqu'un ne réponde. Police judiciaire, commissaire Lavigne à l'appareil. Commissaire, ai-je dit, ma voix calme malgré mon cœur battant la chamade. C'est Mary Brennan. J'ai des informations sur l'organisation Victor Castillon et je suis prête à parler. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Mademoiselle Brennan, nous vous cherchions depuis... Je sais. Je suis désolé, mais je suis prête maintenant. J'ai des noms, des visages, des détails sur une opération qui est sur le point de se produire, mais j'ai besoin de protection. Une vraie protection. Nous pouvons arranger cela. Où êtes-vous? J'ai regardé la carte clé dans ma main, l'adresse écrite dessus. J'ai pensé à Julien Moreau, à sa sœur Isabella, à mon frère Pierre. J'ai pensé aux 3 années de fuite et à quel point j'étais fatigué de regarder par-dessus mon épaule. Je vous rappellerai avec les détails, ai-je dit. Mais commissaire, ça va être plus grand que moi. J'aurai besoin que vous me fassiez confiance, même quand ça n'aura pas de sens. Mademoiselle Brennan, 24 heures. J'aurai tout ce dont vous avez besoin en 24 heures. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, mes mains tremblantes, mais mon esprit clair. Je n'allais plus fuir, je n'allais plus me cacher, mais je n'allais pas non plus faire aveuglément confiance à Julien Moreau, aussi sympathique que soit son histoire. J'allais faire les choses de ma manière, prudemment, stratégiquement, avec des plans de secours en place. Marie Dubois est retournée au bistrot, a noué son tablier et a repris le travail. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je n'étais plus une fille effrayée se cachant de son passé. J'étais quelqu'un qui était sur le point de reprendre sa vie en main. Et rien, ni Castillon, ni Julien, ni personne n'allait l'arrêter. Le refuge n'était rien de ce que j'avais imaginé. Je m'étais attendu à quelque chose de sombre et d'industriel, un entrepôt peut-être, ou un sous-sol quelque part dans les recoins oubliés de Saint-Denis. Au lieu de cela, Julien avait envoyé une voiture me chercher après mon service et elle m'avait conduite de l'autre côté du périphérique, vers une rue résidentielle tranquille à Meudon. La maison était une modeste demeure à 2 étages, avec une pelouse bien entretenue et des jardinières aux fenêtres. Ça ressemblait à un endroit où une famille pourrait vivre, pas à une cachette pour quelqu'un qui fuyait des gens dangereux.
C'est ça? Ai-je demandé quand le chauffeur m'a ouvert la porte. Monsieur Moreau pense que les meilleures chachettes sont celles qui n'en ont pas l'air, a dit le chauffeur. Son nom était Thomas et il avait été poli mais professionnel pendant le trajet. Vous serez en sécurité ici. J'ai attrapé mon sac à dos, emballé à la hâte avec des vêtements, des articles de toilette et les quelques affaires que je ne pouvais pas laisser derrière moi, et j'ai suivi Thomas jusqu'à la porte d'entrée. Il l'a déverrouillé avec un code et est entré, me faisant signe de le suivre. L'intérieur était étonnamment confortable. Planchers en bois franc, murs couleur crème, meubles qui avaient l'air d'avoir été habités mais bien entretenus. Une cuisine avec des comptoirs en granit s'ouvrait sur un salon avec de grandes fenêtres donnant sur un petit jardin. À l'étage, Thomas m'a montré 2 chambres et une salle de bain. Tout ce dont vous avez besoin devrait être ici, a dit Thomas. De la nourriture dans la cuisine, du linge de maison frais dans le placard. Monsieur Moreau arrivera dans l'heure. Il vient ici? Mon estomac s'est serré. Vous devrez vous coordonner, décider des prochaines étapes. Thomas m'a tendu un téléphone portable. Nouveau prépayé, c'est sécurisé. Le numéro de Monsieur Moreau y est programmé. N'utilisez pas votre téléphone personnel pendant que vous êtes ici. Après le départ de Thomas, je suis resté au milieu du salon, me sentant déplacé. 24 heures auparavant, je servais du café et comptais les pourboires. Maintenant, j'étais dans une planque attendant de discuter stratégie avec un homme dont je ne comprenais pas le monde, au sujet d'un ennemi que j'avais fui pendant 3 ans. J'ai pensé à l'appel que j'avais passé au commissaire Lavigne. Je n'en avais pas parlé à Julien. Je n'étais pas sûr de devoir le faire. Pouvais-je faire confiance à la police pour me protéger? Pouvais-je faire confiance à Julien? Pouvais-je faire confiance à qui que ce soit? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans ma situation? Ce n'est pas simple de faire la part des choses quand tout s'effondre. J'étais en train de déballer mon sac à dos dans la chambre à l'étage quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a bondi, mais je me suis forcé à rester calme. J'ai marché jusqu'en haut des escaliers et j'ai regardé. Julien se tenait dans l'entrée, enlevant sa veste. Il avait l'air différent en vêtements décontractés, jeans foncés et pull marine qui rendaient ses yeux encore plus frappantes, moins intimidants, plus humains. « Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, levant les yeux. J'espère que les lieux vous conviennent. C'est bien, ai-je dit en descendant les escaliers. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Bien, nous devons parler stratégie. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et Julien a étalé plusieurs documents. Photos, noms, adresses. J'ai reconnu certains des visages d'il y a 3 ans, bien que je n'ai jamais connu leur nom. C'est le réseau de Castillon, a expliqué Julien. Il a des opérations sur toute la côte Est, mais sa base est à Lyon. Les gens qui m'attendaient devant le bistrot travaillent pour son lieutenant, Marc Dupont. Mon souffle s'est coupé. Je connais ce nom. Pierre l'a mentionné. Votre frère faisait des petits boulots pour Dupont, probablement sans comprendre toute l'étendue de ce dans quoi il était impliqué. Lorsque l'ancien patron de Dupont a été éliminé par Castillon, tous ceux qui lui étaient connectés sont devenus un risque. Et maintenant, moi aussi, ai-je dit doucement, maintenant, vous avez des informations qu'ils veulent effacer, a corrigé Julien. Mais cela vous rend aussi précieuse. Vous pouvez identifier des personnes, témoigner d'activités. C'est un levier. Un levier pourquoi? Pour faire tomber l'opération de Castillon. Je travaille à cela depuis des années, recueillant des preuves, montant des dossiers, travaillant avec des enquêteurs fédéraux. Mais Castillon est prudent. Il s'entoure de couches de personnes qui portent le chapeau à sa place. Pour vraiment mettre fin à cela, nous avons besoin de quelqu'un qui peut relier les points de l'intérieur. J'ai secoué la tête. Je ne viens pas de l'intérieur. Je suis juste quelqu'un qui a trop vu. Vous avez vu les bonnes choses, et plus important encore, ils savent que vous avez vu. Si nous pouvons les faire sortir, les faire agir contre vous, nous pouvons les prendre en flagrant délit. Avec une surveillance et une protection adéquates,
et une coordination avec les forces de l'ordre. J'ai déjà appelé la police, ai-je interrompu. Julien est devenu très immobile. Quoi? Le commissaire Lavigne à Lyon. Je l'ai appelé ce matin. Je lui ai dit que j'étais prête à fournir des informations sur Castillon. Pendant un moment, Julien n'a rien dit. Son expression était illisible. Puis, lentement, il s'est penché en arrière sur sa chaise. C'était dangereux. L'est aussi de vous faire confiance, ai-je riposté. Je ne vous connais pas, Monsieur Moreau. Pour tout ce que je sais, ça pourrait être un montage élaboré. Au moins avec la police essaie de coincer Castillon depuis une décennie, sans succès. Il a des gens dans les forces de l'ordre, Marie. Des gens qui lui rendent compte. Que vous appeliez un commissaire à Lyon aurait pu dire à Castillon exactement où vous trouvez. Mon estomac s'est effondré. Je n'y avais pas pensé. J'avais été tellement concentré sur la création d'un plan B que j'avais potentiellement aggravé ma propre exposition. Lavigne est intègre, ai-je dit, mais ma voix manquait de conviction. Peut-être, ou peut-être qu'il est l'une des personnes sur la liste de paye de Castillon, ou peut-être qu'il est honnête mais parle à quelqu'un qui ne l'est pas. Julien a passé une main dans ses cheveux, frustré. C'est pourquoi je voulais me coordonner. C'est pourquoi la planification est importante. Je n'ai pas besoin de votre permission pour me protéger, ai-je dit, la colère montant. Je le fais depuis 3 ans sans votre aide. Et comment ça s'est passé? Vous êtes dans un refuge parce qu'ils vous ont trouvé quand même, parce que vous m'avez sauvé la vie et vous êtes mise sur leur radar. Vous n'avez pas à être moralisatrice à ce sujet, Marie. Nous sommes ensemble maintenant, que vous le vouliez ou non. Ils se sont fusillés du regard à travers la table, la tension crépitante entre eux. Puis mon téléphone, celui sécurisé que Thomas m'avait donné, a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Rendez-vous demain midi, Jardin du Luxembourg. Venez seul. J'ai montré le message à Julien. Sa mâchoire s'est serrée. C'était rapide, a-t-il marmonné. Lavigne? Je ne sais pas. Le numéro n'est pas le sien. C'est un piège. Ou c'est quelqu'un qui veut aider. Marie, j'y vais. Ma voix était ferme. Si c'est Lavigne, j'ai besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Si ce sont les gens de Castillon, alors nous savons qu'ils agissent. Dans les 2 cas, nous obtenons des informations. Vous serez exposés, vulnérables. C'est le but, non? Vous avez dit que nous devions les faire sortir. Considérez cela comme les faire sortir. Julien m'a étudié un long moment. Vous n'y allez pas seul. Le message disait, je me fiche de ce que le message disait. Vous y allez, mais mes hommes seront là, à distance, à surveiller, prêts à intervenir si les choses tournent mal. J'ai voulu argumenter, mais j'ai reconnu la sagesse de son approche. D'accord, mais ils restent en retrait. Si c'est un contact légitime, je ne veux pas les effrayer. Entendu. Julien a sorti son propre téléphone et a passé plusieurs appels, parlant à voix basse et brève. Mise en place de la surveillance, ai-je réalisé, positionnement des personnes, création d'un filet de sécurité. Quand il a terminé, la tension entre nous s'était légèrement apaisée. Julien avait l'air fatigué soudainement, le poids de la charge qu'il portait se lisant dans les lignes autour de ses yeux. « Pourquoi faites-vous vraiment ça? » ai-je demandé doucement. « Et ne me dites pas que ce n'est que pour votre sœur. Il y a autre chose. » Julien est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Castillon m'a tout pris. Ma sœur, oui, mais avant cela, mon père. Il essayait de légitimer les affaires de notre famille, de sortir des aspects plus sombres. Castillon a vu cela comme une faiblesse, comme une trahison. Il a orchestré des événements qui ont conduit à la chute de mon père. Puis il s'en est pris à Isabella pour envoyer un message. Je suis désolé, ai-je dit. Je ne veux pas votre sympathie. Je veux la justice. Je veux que Castillon subisse les conséquences des vies qu'il a détruites. Et je veux m'assurer que personne d'autre ne perde quelqu'un comme moi, comme vous. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Une reconnaissance de la douleur partagée,
d'un but commun. Nous allons le faire, n'est-ce pas? Vraiment lui faire face. Nous allons le faire, a confirmé Julien, mais nous le faisons intelligemment, prudemment. Nous ne prenons pas de risques inutiles. Dit l'homme qui prend probablement des risques tous les jours. Un fantôme de sourire a traversé le visage de Julien. C'est différent. Ce sont des risques calculés. Ceci est personnel. Le personnel rend imprudent si on n'y prend pas garde. Ils ont passé l'heure suivante à planifier les imprévus, les signaux, les itinéraires d'évasion. L'attention de Julien aux détails était impressionnante, presque obsessionnelle. Il a réfléchi à des scénarios que je n'avais même pas envisagés, s'est préparé à des possibilités qui semblaient farfelues, mais n'étaient pas impossibles. Alors que le soir tombait, Julien a commandé de la nourriture, des plats chinois à emporter que Thomas est allé chercher dans un restaurant de l'autre bout de la ville, s'assurant qu'ils ne puissent pas être retrouvés à leur emplacement. Ils ont mangé dans la cuisine, la conversation se déplaçant vers des sujets plus sûrs. J'ai appris que Julien avait étudié le commerce à HEC, qu'il appréciait les vieux films, qu'il avait beaucoup voyagé en Europe. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus dur, je suppose. Plus intimidant. Je peux être les deux quand c'est nécessaire. Mais je ne suis aussi qu'une personne, Marie. Quelqu'un qui essaye de naviguer dans des circonstances compliquées et qui fait de son mieux. C'était la chose la plus humaine qu'il ait dite. Et cela m'a fait le voir différemment. Non pas comme une figure d'un monde dangereux, mais comme quelqu'un qui avait été façonné par la perte et la responsabilité, tout comme moi. Plus tard, alors qu'il se préparait pour la nuit, Julien devait rester dans la deuxième chambre pour assurer ma sécurité. Je me suis retrouvé debout en haut des escaliers, hésitante. « Julien » ai-je appelé. Il est apparu en bas, levant les yeux. « Oui, merci pour tout ça, pour essayer de me garder en sécurité, même si je n'ai pas rendu la tâche facile. Vous n'avez pas besoin de me remercier, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous nous protégeons mutuellement. » J'ai hoché la tête et me suis retiré dans ma chambre, mais le sommeil ne m'est pas venu facilement. J'étais allongé dans ce lit inconnu, écoutant les bruits de la maison qui s'installait, pensant à la réunion de demain au Jardin du Luxembourg, pensant au commissaire Lavigne, à Castillon, au jeu d'échecs dans lequel j'avais été entraîné. Quelque part dans la maison, j'ai entendu Julien bouger, vérifiant probablement les serrures, ou faisant les derniers préparatifs pour demain. Cela aurait dû me rendre nerveuse de l'avoir si près. Au lieu de cela, cela me faisait me sentir plus en sécurité que je ne l'avais été depuis 3 ans. Peut-être que c'était insensé. Peut-être que je faisais confiance trop vite, baissant des gardes que j'avais travaillé si dur à construire. Ou peut-être, juste peut-être, j'avais enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait de riposter contre l'obscurité qui nous avait tant pris à tous les deux. Demain apporterait des réponses. Demain, nous saurions si mon appel à Lavigne avait été judicieux ou désastreux. Demain, le jeu commencerait sérieusement. Mais cette nuit, pour la première fois depuis 3 ans, Marie Dubois s'est endormie sans cauchemar. Et dans la chambre au bout du couloir, Julien Moreau était assis dans l'obscurité, regardant une photographie de sa sœur et faisant des promesses à la mémoire de quelqu'un qu'il n'avait pas réussi à sauver, qu'il ne faillirait plus. Le Jardin du Luxembourg était bondé à midi un vendredi. Je me suis assise sur un banc près de la fontaine, regardant les étudiants de la Sorbonne passer en hâte avec leurs tasses de café et leurs sacs à dos, les touristes prenant des photos de l'arche, les artistes de rue installant leur spectacle. Le soleil d'automne était chaud et le parc débordait d'énergie. Normal sur ordinaire. Mais mon cœur battait la chamade. Je portais un jean, une veste sombre et des lunettes de soleil sur lesquelles Julien avait insisté. Ça rend plus difficile pour quiconque d'obtenir une photo claire de vous, m'avait-il expliqué ce matin-là. Mes mains étaient jointes sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Les hommes de Julien étaient quelque part dans la foule. Je ne savais pas où exactement, et c'était le but.
Ils étaient des fantômes qui observaient, qui attendaient. Julien lui-même était dans une voiture à 2 pâtés de maison, surveillant tout via les dispositifs de communication portés par son équipe. J'ai vérifié mon téléphone. 12h03, celui qui avait envoyé le message était en retard. Puis je l'ai vu. Le commissaire Lavigne avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs. Plus de cheveux gris, des rides plus profondes autour des yeux. Il portait des vêtements décontractés, un jean et une veste, essayant de se fondre dans la masse. Mais j'ai reconnu la façon prudente dont il balayait le parc, l'évaluation professionnelle des menaces et des sorties. Il s'est assis à côté de moi sans préambule. « Mademoiselle Brennan, ça fait longtemps. » Commissaire Upper, ma voix était stable malgré mes nerfs. « Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que vous vous présenteriez. » Lavigne a étudié mon visage. « Vous avez l'air différente, plus âgée, fatiguée. 3 ans de fuite, ça fait ça. Vous auriez pu venir n'importe quand. Nous vous aurions protégé. Auriez-vous pu? » ai-je rétorqué. « Vraiment? Parce que mon frère a fait confiance au système. Et regardez où ça l'a mené. » L'expression de Lavigne s'est tendue. « Votre frère a fait des choix qui l'ont mis en danger. Nous avons essayé de l'aider, mais il ne voulait pas coopérer. Il avait peur, il ne savait pas qui croire. Et vous le savez maintenant. C'est pour ça que vous avez appelé. » Lavigne s'est penché en arrière, sa posture faussement détendue. « Qu'est-ce qui a changé, Marie? Pourquoi nous contacter après tout ce temps? » J'ai pris une inspiration. Parce qu'ils m'ont trouvé quand même. Parce que fuir n'a pas marché. Et parce que j'ai des informations qui pourraient aider à faire tomber l'opération de Castillon. Quel genre d'informations? Des noms, des visages, des détails sur des opérations d'il y a 3 ans qui pourraient encore être pertinents. Et des informations actuelles sur des personnes qui travaillent activement pour Castillon. Les yeux de Lavigne se sont aiguisés d'intérêt. Des informations actuelles. Comment auriez-vous cela? C'était de la partie délicate. J'avais répété avec Julien, mais prononcer les mots était dangereux. J'ai pris contact avec quelqu'un d'autre qui travaille contre Castillon. Quelqu'un avec des ressources et des connexions. Qui? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, pas avant de savoir que je peux vous faire confiance. La mâchoire de Lavigne s'est serrée. Marie, si vous êtes impliquée avec quelqu'un de ce monde, vous vous mettez encore plus en danger, pas moins. Ces gens essaient de survivre tout comme moi, et ils ont un meilleur historique de protection des leurs que la police. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est vrai. J'ai adouci mon ton. Écoutez, commissaire, je veux aider. Je veux que Castillon subisse les conséquences de ce qu'il a fait. Mais j'ai besoin de garanties, d'une vraie protection, pas d'une protection de témoins où je disparais et j'espère qu'ils ne me retrouveront jamais. J'ai besoin que cela se termine. Lavigne est resté silencieux un long moment, regardant la foule passer. Ce dont vous parlez, s'attaquer activement à Castillon plutôt que de simplement se cacher de lui. C'est incroyablement risqué. Même avec une protection, il n'y a aucune garantie de succès. Je sais, mais je suis fatigué d'avoir peur. Je suis fatigué de regarder par-dessus mon épaule, de changer de nom, de perdre des années de ma vie à la peur. Si je dois être en danger de toute façon, je préfère y faire face directement. Belle parole. Mais la bravoure blesse les gens quand elle n'est pas soutenue par une planification adéquate. Lavigne s'est tourné pour me faire face entièrement. Si je vous amène, si j'offre une protection officielle, vous devez tout me dire, y compris avec qui vous avez travaillé. J'ai besoin de 24 heures pour me coordonner avec mon contact, pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Ensuite, je vous donnerai tout. Marie, 24 heures. Commissaire, ce n'est pas négociable. Lavigne a étudié mon visage, puis a hoché la tête lentement. D'accord, 24 heures. Mais si je sens une seule seconde que vous jouez des jeux, que vous êtes manipulé par quelqu'un avec son propre agenda, non, je promets. Lavigne s'est levé, fouillant dans sa poche. Il a sorti un autre téléphone,
Pas son téléphone de service, ai-je remarqué. Ce numéro me joint directement. Ligne sécurisée. Quand vous serez prête à parler, appelez-moi sur ce numéro. N'utilisez pas votre téléphone habituel. J'ai pris le numéro, le mémorisant. Merci. Ne me remerciez pas encore, nous n'avons rien accompli. Lavigne a regardé le parc une dernière fois. Soyez prudente, Marie. Le fait qu'ils vous aient trouvé après 3 ans signifie qu'ils ont des ressources et de la patience. Ce sont des combinaisons dangereuses. Il s'est éloigné, disparaissant dans la foule. Je suis restée assise quelques minutes de plus, laissant mon rythme cardiaque se calmer, m'assurant que personne ne me regardait avec un intérêt inhabituel. Puis je me suis levé et j'ai marché vers la sortie est du parc, suivant l'itinéraire que Julien et moi avions planifié. J'étais à 2 pâtés de maison quand une voiture s'est arrêtée à côté de moi. La voiture de Julien. La porte s'est ouverte et je me suis glissé à l'intérieur. « Comment ça s'est passé? » a demandé Julien immédiatement. « Il veut tout dans 24 heures. Nom, connexion, tout, y compris des informations sur vous. » Julien a hoché la tête comme s'il s'y était attendu. « Et vous lui avez dit? » Je lui ai dit que j'avais besoin de me coordonner avec mon contact d'abord. Ça nous a acheté du temps. Bien, Julien s'est inséré dans la circulation, ses yeux vérifiant constamment les rétroviseurs. Mes hommes n'ont pas repéré de surveillance évidente, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Les gens de Castillon sont des professionnels. Alors, que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous faisons les derniers préparatifs. Lavigne est intègre. Je l'avais fait vérifier il y a des années. C'est l'un des rares flics honnêtes qui travaillent dans le corps sur ces dossiers. Si nous l'impliquons pleinement, si nous lui donnons ce dont il a besoin, il peut coordonner avec les procureurs fédéraux, monter un dossier qui tiendra réellement. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ai-je demandé. Vous n'êtes pas exactement du bon côté de la loi non plus. Le sourire de Julien était mince. J'ai pris des dispositions. Immunité pour témoignage, protection pour coopération. Je planifie ma sortie de cette vie depuis des années, Marie. Votre situation n'a fait qu'accélérer les choses. J'ai étudié son profil alors qu'il conduisait. Vous allez vraiment partir comme ça? Ce n'est jamais juste comme ça. Il y aura des conséquences, des obligations, des gens qui se sentiront trahis. Mais oui, je pars. Mon père voulait la légitimité. Ma sœur voulait que j'aie une vie normale. Il est temps que j'honore ses souhaits. Ils ont roulé en silence un moment, naviguant dans la circulation parisienne. Je regardais la ville défiler, les bâtiments, les gens, le mouvement incessant de la vie urbaine. Quelque part là-dehors, les gens de Castillon planifiaient, élaboraient des stratégies, essayant d'éliminer les menaces que Marie et Julien représentaient. « J'ai peur », ai-je admis doucement. « Bien, la peur vous garde alerte, c'est quand vous cessez d'avoir peur que vous faites des erreurs. » Julien m'a jeté un coup d'œil. « Mais vous n'êtes pas seul dans cette affaire. N'oubliez pas cela. » Ils sont retournés en refuge où l'équipe de Julien s'était rassemblée. Thomas et 3 autres personnes que je n'avais pas rencontrées auparavant. Ils étaient professionnels, efficaces, étalant des documents et de l'équipement sur la table de la salle à manger. Nous avons la confirmation que Castillon est au courant de la réunion au parc, a rapporté Thomas. Il a des gens qui essaient d'identifier qui Lavigne a rencontré, mais ils ont perdu la trace quand Marie a quitté la zone. Bien, Julien s'est tourné vers moi. Pendant les prochaines 24 heures, vous restez ici. Pas de sortie, aucun contact avec qui que ce soit, sauf cette équipe et Lavigne. Nous allons compiler tout ce que nous avons. Nom, date, transaction, connexion, construire un dossier en béton. J'ai hoché la tête et les ai rejoints à la table. Pendant des heures, ils ont travaillé. Je fournissais des détails sur ce que j'avais vu il y a 3 ans. Julien et son équipe complétaient le tableau d'ensemble avec leurs propres informations. Lentement, une image complète a émergé. Le réseau de Castillon, ses opérations, ses vulnérabilités. Alors que le soir tombait, Julien a ordonné à tout le monde sauf moi de partir, d'aller se reposer.
Demain va être intense, a-t-il dit à son équipe. Après leur départ, la maison est devenue calme, presque paisible. Je me suis assise à la table de la cuisine, épuisé mais sous tension. Julien a fait du café. Du vrai café, pas le genre bon marché du bistrot auquel j'étais habitué. Merci, ai-je dit en me tendant une tasse. Pour tout ça, pour me prendre au sérieux. Vous m'avez sauvé la vie, Marie. C'est le moins que je puisse faire. Julien s'est assis en face de moi. Mais au-delà de ça, vous me rappelez qu'il y a encore des gens pour qui il vaut la peine de se battre. Des gens qui font ce qui est juste, même si ça leur coûte. Je ne me sens pas héroïque. J'ai peur la plupart du temps. L'héroïsme n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Ils ont parlé tard dans la nuit de Pierre et d'Isabella, des choix et des conséquences, des vies qu'ils avaient tous deux vécues dans l'ombre. Je me suis retrouvé à m'ouvrir d'une manière que je n'avais pas faite avec quiconque depuis des années. Et Julien a répondu à ma vulnérabilité avec ses propres histoires de perte et de regret. Que ferez-vous après? Ai-je demandé finalement. Quand ce sera fini et que vous serez parti? Je ne sais pas. J'ai passé si longtemps à me concentrer sur la vengeance et la justice que je n'ai pas beaucoup pensé à l'après. Julien a souri légèrement. Peut-être quelque chose d'ennuyeux. L'école de commerce était intéressante. Peut-être que je retournerai dans ce monde. Faire quelque chose de légitime. Ce serait un sacré changement. Le meilleur genre. Il m'a regardé directement. Et vous? Que veut Marie Dubois quand elle ne court plus? Quand elle ne se cache plus? J'ai réfléchi à la question. Je veux me réveiller sans peur. Je veux utiliser mon vrai nom. Je veux appeler de vieux amis et visiter les tombes de mes parents sans m'inquiéter de qui pourrait me surveiller. J'ai fait une pause. Je veux une vie normale, quoi que cela signifie. Vous l'aurez. Après-demain, après que nous aurons tout remis à la vigne, vous serez enfin libre. Je voulais le croire. Mais une partie de moi, la partie qui avait appris à être prudente, à s'attendre au pire, restait méfiante. Le lendemain matin, ils ont rencontré Lavigne dans un bâtiment fédéral du centre de Paris. Il avait amené 2 procureurs fédéraux et un agent du SRPG spécialisé dans les opérations organisées. Pendant 3 heures, Marie et Julien ont tout exposé. Documents, témoignages, connexions. Lavigne écoutait attentivement, posant parfois des questions, mais les laissant surtout présenter leur dossier. Les procureurs prenaient des notes, échangeaient des regards significatifs, reconnaissant clairement la valeur de ce qu'ils entendaient. « C'est substantiel », a dit l'un des procureurs finalement. Avec ces informations, nous pouvons obtenir des mandats, commencer à monter des dossiers contre plusieurs niveaux de l'organisation de Castillon. « Combien de temps avant que vous n'agissiez » a demandé Julien. « 48 heures, peut-être moins. Nous devrons nous coordonner avec plusieurs juridictions, mais nous pouvons agir vite si nécessaire. Et protection pour Marie. Protection complète, lieu sûr, d'état de sécurité, tout ce dont elle a besoin jusqu'à la fin des procès. » J'ai senti le soulagement m'envahir, mélangé à une anxiété résiduelle. Et après les procès? Après les procès, vous êtes libre. Nouvelle identité si vous le souhaitez, ou vous pouvez reprendre votre vie sous le nom de Marie Brennan. Ce choix vous appartient. En quittant le bâtiment, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le poids des secrets, de la peur, de la vigilance constante. Il se dissipait, pas complètement parti, mais diminuant. Julien m'a accompagné jusqu'à la voiture où son équipe attendait. « Vous l'avez fait », a-t-il dit. « Vous avez affronté votre peur et vous avez gagné. » « Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Ils se tenaient face à face dans la rue animée, et j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé en seulement quelques jours. Cet homme qui avait été un étranger, une figure d'un monde que je ne comprenais pas, était devenu autre chose. Un allié, un protecteur, peut-être même un ami. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, Lavigne et son équipe font leur travail. Castillon et ses hommes seront appréhendés, inculpés, jugés. Et nous,
Julien a laissé sa phrase en suspens. Nous retournons à nos vies séparées, ai-je terminé doucement. Peut-être, ou peut-être que nous restons en contact. Nous nous assurons que l'autre va bien. L'expression de Julien était plus douce que je ne l'avais jamais vue. J'aimerais ça, ai-je dit, si vous le vouliez. J'ai souri, un vrai sourire, et le genre dont je ne me sentais pas capable depuis des années. J'aimerais ça aussi. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé au jardin du Luxembourg, mais cette fois, il n'y avait pas de peur, pas de regard par-dessus mon épaule. Castillon avait été arrêté avec 37 membres de son organisation. Le dossier était solide, les preuves accablantes. Le commissaire Lavigne avait appelé ce matin-là avec la nouvelle. « Vous êtes libre, Marie. Vraiment, vraiment libre. » J'avais pleuré alors, des larmes de soulagement, de chagrin pour les années perdues, d'espoir pour l'avenir qui m'attendait. Maintenant, debout sous le soleil d'automne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant la mort de Pierre. La paix. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien. « Café. » J'ai souri et tapé en retour. Le refuge bleu. Je connais un bon endroit. Parfait. À dans 20 minutes. J'ai commencé à marcher, pas à courir, pas à me cacher, juste à marcher dans la ville comme n'importe quelle autre personne vivant sa vie. J'ai pensé à Pierre, à la façon dont il aurait voulu que je sois heureuse, que j'aille de l'avant. J'ai pensé à la serveuse qui avait écrit un avertissement sur une addition et à la chaîne d'événements que cela avait déclenché. Parfois, sauver quelqu'un d'autre, c'était se sauver soi-même. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire était de demander de l'aide. Et parfois, les alliances les plus improbables devenaient les fondations de nouveaux départs. Marie Dubois était enfin, qui sait, qui je serai demain, la semaine prochaine, dans un an. Est-ce que ce sentiment de liberté durera? Est-ce que cette paix ne sera qu'une parenthèse fragile? Je n'ai pas de réponse. Personne n'en a jamais vraiment. Mais ce que je sais, c'est que j'avance. Et ça, c'est déjà